Bonsoir et bienvenue dans Autrement Politique. Pour ce numéro, nous abordons deux sujets essentiels à 7 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. D'un côté, la coalition des partis d'opposition qui se prépare à jouer un rôle crucial dans l'échéance d'octobre 2025. De l'autre, la question de la liste électorale, un enjeu central pour garantir des élections libres et transparentes. Quels sont les moyens dont dispose cette coalition pour faire face au pouvoir en place et que se passera-t-il après l'affichage de cette liste provisoire? Nous en discutons tout de suite avec nos invités. Autrement Politique, c'est l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Pour débuter, nous nous intéressons à la coalition pour l'alternance pacifique Cap-Côte d'Ivoire qui réunit plusieurs grandes formations politiques de l'opposition. Face à la majorité, quelle stratégie et ressources cette coalition met-elle en place pour les élections d'octobre 2025? C'est ce que nous essaierons de savoir avec M. Georges Ezalé, vice-président du PDCI RDA, conseiller spécial du président chargé des délégations, de l'implantation et du développement du parti, vice-coordonnateur des activités des vice-présidents, et M. Patrice Saraka, secrétaire général, chef du secrétariat général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Bienvenue sur ce plateau, très chers invités. Bien avant d'aborder... C'est Dr Patrice Saraka. Dr Patrice Saraka, autant pour moi. Bien avant d'aborder le premier thème qui nous réunit ici ce soir, nous allons sacrifier à la tradition de cette émission et vous demander de partager avec nous le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Dr Patrice. Merci. Je suis très heureux d'être sur votre plateau. C'est la première fois. Je me sens assez bien. Et je voudrais vous féliciter pour cette opportunité que vous m'offrez. Alors, pour revenir à votre sujet, l'actualité de la semaine a été émaillée de beaucoup d'événements, mais j'en retiens principalement un. Il s'agit de la visite du président ghanéen, John Dramani Mahama, qui, après avoir fait un tour en Côte d'Ivoire, s'est rendu le 10 mars dernier à Ouaga. Et dans ses propos, il dit que la CEDEAO devrait respecter la décision des pays de l'AES. Le constat que j'ai fait, c'est que il vient d'être élu et il va dans un pays de l'AES. Avant lui, ce fut le président du Sénégal. Donc, chaque fois qu'un nouveau président est élu, il va facilement dans un pays de l'AES. Et parce que les enjeux sont énormes. Il y a la circulation des biens, des personnes, et le président ghanéen, il pense à son peuple. En disant qu'il faut respecter les décisions de l'AES, il veut un dialogue, une relation étroite, renforcée avec ces pays-là, quand bien même il est membre de la CEDEAO. Ce qui veut dire que notre pays, la Côte d'Ivoire, devrait en tenir compte, et l'ensemble des pays de la CEDEAO. L'enjeu est énorme. Là, la Côte d'Ivoire perd un marché. Le port d'Abidjan n'est pas la destination préférée des pays de l'AES. C'est un manque à gagner. Selon les propos du DG du port autonome, la Côte d'Ivoire est en chute de près de 6% des transactions portuaires. C'est important. Et la destination préférée aujourd'hui, c'est le port de Lomé. Et il y a des pays qui sont également en train de faire des lobbying pour avoir leur part de marché vis-à-vis de ces pays du Sahel. Il y a notamment Nouakchott, Tripoli, Rabat, qui guettent aussi des parts de marché. Et donc, il est important que, au-delà de tout, on privilégie l'intérêt des populations. Et donc, cette actualité m'a beaucoup intéressé. Le président ghanéen, il est assez réaliste. Aussi, dans l'actualité politique nationale, je m'en voudrais de ne pas évoquer deux faits quand même majeurs. Hein. Il s'agit notamment de l'investiture du bureau exécutif national de l'Union des jeunes du COJEP qui a eu lieu le 8 mars dernier à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro.
C'était un événement majeur parce que c'est la première fois que nous procédons à l'investiture d'un bureau de la jeunesse. Et la jeunesse a démontré sa capacité, sa détermination à aller jusqu'au bout avec le président Charles de Goudet pour les élections de 2025. C'était vraiment très beau à voir. Et puis, évidemment, nous allons parler de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Évidemment, c'est un événement majeur, c'est ce qui nous réunit, donc je voulais saluer cela. Merci, Dr Sarka. Monsieur Ezali. Moi, je voudrais vous dire également merci. Heureux donc d'être sur le plateau, donc autrement politique. Toutes nos félicitations pour le début. Il faudra continuer. C'est une très belle émission. Mais au-delà, je peux dire qu'il y a peut-être 3 faits qui ont marqué mon attention donc, par rapport à cette semaine. Le premier fait, évidemment, c'est la création de CAP Côte d'Ivoire, lundi, qui nous vaut donc l'honneur d'être sur votre plateau aujourd'hui. C'est très important. Ensuite, au niveau du PDCI, il faudrait également noter l'activité, on va dire, débordante, la mobilisation exceptionnelle des militants du PDCI autour de leur président. Parce que toute cette semaine, le président Tidjane Thiam a eu à faire une cérémonie donc, pour les femmes, le dimanche. Lundi, Cap Côte d'Ivoire. Mardi, il y a Yamoussoukro, pour recevoir donc les populations de Yamoussoukro, enfin les militants de Yamoussoukro. Mercredi, idem. Jeudi, la même chose. Et puis aujourd'hui, samedi, il est à Paris pour rencontrer donc, la diaspora. Donc le PDCI est vraiment... c'est marquant. Il faut le faire remarquer que le PDCI is really back, comme on aime le dire. Ça, c'est donc le deuxième fait politique que je retiens. Et le troisième, c'est peut-être anodin, mais c'est important de le signaler. Ça a été le compte rendu donc, du communiqué, compte rendu donc, du Conseil des ministres de cette semaine, au cours duquel le porte-parole du gouvernement, à mon sens, a traité, on l'a vu dans les journaux, hein, après la création de Cap Côte d'Ivoire, de certains partis, a traité certains partis politiques de poids plume, d'insignifiants en quelque sorte. Ça m'a choqué. Parce que si on fait le retour des choses, le RDP également a censé donc des partis qui n'avaient pas d'élu. Parce qu'ils n'ont pas d'élu. Nous sommes à une élection présidentielle. Une voix est une voix. On n'est pas une élection où c'est les élus qui vont élire le président de la République. Donc, pour dire qu'un parti qui n'a pas un élu n'est pas significatif. C'est désolant que un militant d'un parti politique lui dise à un forum politique du RDP, je peux le comprendre, c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais que un ministre de la République dise de telles choses de partis politiques, OGEP, URD, c'est manquer de respect donc à Blé Goudet, Daniel Blanc-Clavry, parce qu'ils n'ont pas d'élu. Ça m'a marqué. Merci. Très chers invités, ce qui est le premier thème de notre échange d'aujourd'hui, la coalition pour l'alternance pacifique, qui est une coalition non idéologique de 25 partis d'opposition. Que veut dire coalition non idéologique? Écoutez, c'est une coalition qui donc regroupe en son sein des partis politiques d'idéologies différentes. Il y en a qui sont de gauche, il y en a qui sont du centre, il y en a qui sont de droite. Donc, ce n'est pas une coalition uniquement donc, de partis de non-obédience, hein, je veux dire. Et donc, c'est pour cela qu'on a voulu cela de manière ouverte pour rassembler le maximum donc, de partis politiques, quelles que soient donc leurs obédiences. Docteur Sarka. Oui, mais comme son nom l'indique, hein, comme le dit, c'est une coalition non idéologique, parce qu'il existe plusieurs types de coalitions.
On peut coaliser parce qu'on est de la même idéologie, on peut coaliser de façon ponctuelle, de façon stratégique. Mais là, le fait est que plusieurs partis politiques d'idéologies diverses, différentes, sont mis ensemble. Donc, il s'agit des forces de l'opposition qui sont mises ensemble. Parce que la situation de la Côte d'Ivoire l'impose, la situation l'exige, et ces partis politiques sont à saluer parce que ils ont fait preuve de beaucoup d'élévation, de beaucoup de dépassement. Il faut saluer les différents responsables. C'est l'acheminement, c'est l'aboutissement d'un long processus qu'il faut saluer. Je voudrais poursuivre pour dire que ce qui nous intéresse ici, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est vraiment comment faire en sorte que ce pays retrouve ses valeurs de solidarité, d'union, union, discipline, travail, dit-on. Et donc, c'est une coalition qui se met en place pour également, surtout, travailler à ce qu'il y ait donc des élections paisibles, apaisées, transparentes, crédibles et inclusives pour éviter donc tous les problèmes qu'on a connus par le passé. J'aimerais savoir, très chers invités, cette coalition dite non idéologique, comment se fait-il qu'elle ait vu le jour sans le PPACI qui est considéré comme l'un des gros poids de l'opposition en Côte d'Ivoire? Écoutez, si vous avez bien suivi donc, le cheminement pour arriver à la création de cette coalition, on a eu des travaux au niveau des partis. Le PPACI était présent. On a fait une première sortie par un point de presse qui a eu lieu donc, à la maison du PDCI RDA le 9 août 2024. Et le PPACI était présent à ce point de presse, a signé donc ce point de presse. Et par la suite, pour des raisons qui leur sont propres, ils ont souhaité donc suivre de loin ce qui se passait. Et j'ai été un des missionnaires que le gouvernement a mandaté avant la sortie officielle de Cap Côte d'Ivoire d'aller rencontrer le PPACI. Ils étaient avec nous au départ pour leur faire le point de ce qui se passe et puis donc souhaiter qu'on puisse sortir ensemble. L'accueil a été très fraternel. C'est le président exécutif, le professeur Damou Didier, qui nous a reçus avec des éminentes personnalités donc, du PPACI à leur siège. J'étais avec la ministre Daniel Boni-Claveri et puis le président donc, de l'URD et le président du PIP, Tano Abizi. On a donc eu des échanges assez cordiaux, fraternels. Et à la fin donc, de notre rencontre, la phrase que je retiens, frères, merci pour cette démarche, d'être venus jusqu'à nous, nous dire un peu où est-ce qu'on en est pour cette opération qu'on a commencé ensemble. Nous sommes sur un dossier nous-mêmes, mais notez que tôt ou tard, on va se rencontrer parce que l'objectif est le même. Docteur Saraka? Je sais quoi ajouter après le point du vice-président Ezalé, qui était dans la délégation mandatée par le groupement. Donc je pense que voilà, les portes sont ouvertes. Il faut noter que le PPACI était signataire du document du groupement qui a eu lieu le 9 août dernier à la maison du PDCI. Donc, comme le vice-président l'a dit, bon, et il a souhaité que mieux vaut tôt que tard, mais on dit aussi que mieux vaut tard que jamais. Donc, on a espoir. Vous avez mentionné comme objectif de cette coalition la réforme des politiques électorales en Côte d'Ivoire. À 7 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, ne pensez-vous pas, que cette coalition s'y prend un peu tard, ou voit le jour un peu tard? Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle tard.
quand il s'agit donc de la vie des habitants de ce pays, par rapport aux élections qu'on a connues par le passé. Il n'est jamais trop tard. Voyez-vous, c'est une opération qui était dans le bois sacré. Et il faut rendre, je veux dire, honneur à madame la présidente du MGC, parce que c'est elle qui a démarré cette affaire depuis donc mai 2024. Nous, on a pris le train en marche. On n'était pas au départ dans ce mouvement. On a pris le train en marche. Et on a compris qu'il était important, effectivement, qu'on s'investisse. On est en train donc de poser des jalons pour obtenir essentiellement ce dialogue politique pour nous permettre donc vraiment de regarder ensemble qu'est-ce qu'on fait pour que les élections soient crédibles, transparentes et apaisées. Merci, donc, monsieur. Merci, monsieur Ezadé. Docteur Sarka, est-ce que vous pensez que en 7 mois, la coalition a le temps de mettre en exergue son plan d'action pour parvenir aux objectifs mentionnés plus tôt? 7 mois, c'est beaucoup. Ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup. Et comme le vice-président Ezadé l'a dit, c'est un processus qui a commencé depuis longtemps. Donc, on y travaille depuis bientôt, parce qu'en réalité, nous avons commencé en 2023 jusqu'à la signature du 9 août 2024. On est en 2025. Ça veut dire que depuis plusieurs années, les partis politiques ivoiriens de l'opposition travaillent pour faire comprendre au régime en place qu'il faut s'asseoir pour discuter. Je pense que c'est au pouvoir qu'on doit lancer un appel. Parce qu'il est temps. Il ne faut pas attendre au dernier moment. On est à 7 mois des élections. On a le temps de discuter maintenant. Il faut saluer l'opposition politique ivoirienne qui a cette posture de réclamer le dialogue, la discussion. C'est l'âme des forts. Parce que c'est ce que le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne a dit. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Et refuser de dialoguer, ça peut être pris pour prétexte par certains qui aiment les raccourcis. Une opposition qui veut le dialogue, elle doit être saluée. Cette opposition doit être saluée. Et le pouvoir doit accepter d'aller à ce dialogue-là. D'ailleurs, je pense qu'on ne devrait pas faire du dialogue un outil conjoncturel. Le dialogue politique devrait être structurel. Ça ne coûte rien. On ne doit pas dialoguer qu'en temps de crise, même en temps de paix, ou de paix apparente. On peut discuter pour protéger, comme je l'ai dit, la démocratie, pour protéger les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire fait peur lorsque les élections arrivent. C'est une destination à risque électoral. Là, en ce moment, des familles sont en train de s'organiser, chercher éventuellement leur destination. Les partis politiques sont en train de travailler pour faire comprendre qu'on doit aller à des élections apaisées, libres et transparentes. Là où, normalement, en année électorale, on devrait être là à chercher à convaincre les Ivoiriens, à leur proposer nos offres politiques en matière de santé, d'éducation, d'infrastructure. Enfin, il y a tellement de chantiers. La cherté de la vie. Vous voyez qu'on ne discute même pas de ça. Et qu'on le dit, 7 mois, le pouvoir va faire la sourde oreille, on va aller jusqu'à 1 mois des élections, pas de dialogue, et les Ivoiriens seraient en train de fuir. Là où on devrait convoquer les Ivoiriens pour qu'ils s'expriment. Parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est que la majorité s'exprime. Parce que c'est le pouvoir de cette majorité. Mais quand les gens fuient, ou quand les gens ne sont pas sur la liste électorale, sommes-nous en démocratie? Est-ce que nous sommes dans une démocratie? Non. Nous sommes dans une oligocratie. Le pouvoir d'une minorité, parce que bon, les gens ont peur, ils ne viennent pas. Donc j'ai dit non à l'oligocratie ou à la nanocratie. Il faut de la démocratie. Il faut faire en sorte que ce soit un plaisir pour chaque Ivoirien de chercher à aller voter, que chaque parti politique soit épanoui, qu'on propose nos offres politiques pour que les Ivoiriens fassent leur choix. C'est de ça qu'il y a la question. Donc le problème, ce n'est pas de demander si on se réunit tard,
Mais je pense que le problème, c'est que le pouvoir traîne à dialoguer et dialogue trop tard et ce n'est pas bon. Mais, exactement. Parce qu'il faut peut-être remonter dans l'histoire de ce pays, le dialogue. Il disait tout à l'heure, le président Oufou disait c'est l'âme des forts. Et si on se rappelle à l'époque, bon, il n'y avait pas de problème particulier. On était en parti unique, mais le président convoquait ce qu'on appelle les dialogues, les journées du dialogue. Pour dire que ce n'est pas seulement quand on est en crise qu'on doit dialoguer. Le président Gbagbo disait, asseyons-nous et discutons. Alors, on ne comprend pas. Parce que cette opération, tout à l'heure, je disais en fait mai 2024, mais c'est plutôt avril 2023 que Mme Gbagbo a lancé son opération, et non mai 2024. Donc, qu'est-ce qui dérange qu'on s'asseye pour... Et ce n'est pas seulement les partis politiques de l'opposition qui demandent cela. Les organisations de la société civile, les OS, demandent également la même chose. Moi, j'ai vu des responsables, des leaders d'organisations de la société civile faire des conférences de presse depuis des mois pour dire il faut qu'on aille à ce dialogue politique. Donc, ce n'est pas seulement une affaire des partis politiques qui... Non, c'est la société civile qui demande également cela. Mais mieux, même la communauté internationale. Parce que si vous avez lu la déclaration qui a été faite par notre porte-parole à l'occasion de la création de Cap Côte d'Ivoire, elle a évoqué qu'au niveau donc de Genève, en novembre 2024, l'EPU, donc les droits de l'homme, a fait une revue des questions des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est l'EPU pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Mais écoutez, l'EPU, c'est l'examen périodique universel où le monde entier, parce que c'est un organe que l'ONU a mis en place pour, à des périodes données, tous les 4 ans, 5 ans, que le monde entier se retrouve pour faire l'analyse des droits de l'homme dans le monde entier. Donc ce n'est pas quelque chose de banal. Et l'EPU, donc, s'est réuni en novembre, le 5 novembre, il me semble, 2024 à Genève, et la Côte d'Ivoire, pour la 4e fois, a été également donc auditée, on va dire ainsi, par rapport donc aux questions de droits de l'homme. Et si vous regardez bien la déclaration qui a été faite par notre porte-parole, pour la première fois, la communauté internationale n'a pas été tendre vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et un des points justement qui a été évoqué, c'est qu'il faut qu'on crée des conditions pour un dialogue politique. Un dialogue politique. Depuis novembre 2024. Et pour la première fois, le gouvernement n'a pas pu répondre comme ils ont l'habitude de faire, parce que c'est des recommandations qui sont faites, certes. Ils ont donc différé leur réponse en février, mi-février. Nous sommes en mars. Donc, vous voyez, les partis politiques demandent qu'on s'asseye pour discuter. Les organisations de la société civile s'asseyent et demandent qu'on s'asseye également pour discuter, dialoguer. La communauté internationale également demande à Côte d'Ivoire de créer les conditions d'un dialogue pour les élections de 2025. Diantre. J'ai tous ces courriers qui sont là. L'Assemblée nationale a été également saisie, informée en tout cas. Le Sénat, pareil. Écoutez, toutes les parties prenantes, communauté internationale, partis politiques de l'opposition, société civile, attends, quel est le problème? On ne disait pas. Merci, M. Zalé. On va poursuivre. Le porte-parole du gouvernement avait répondu justement à cette demande de dialogue politique, estimant qu'il y avait déjà eu des résolutions qui ont été prises lors du dialogue politique de 2022 et que les partis politiques devraient se partager les informations sur ces résolutions. Aujourd'hui, comment est-ce que la coalition pour l'alternance pacifique compte procéder, malgré le refus du gouvernement de dialoguer, pour faire entendre
leur voix auprès du pouvoir en place ou de la CEI? Bon, le porte-parole dit qu'on doit s'en tenir aux résolutions. Le tout n'est pas de s'en tenir à des résolutions. Il faut faire le point de la mise en œuvre même de ces résolutions. Mais il faut un cadre pour faire ce suivi, pour apprécier. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au gouvernement, hein. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est notre mère patrie. Et donc, que des Ivoiriens demandent qu'on essaie d'évaluer tout ça. Vous avez vu, tout à l'heure, on a parlé de l'évaluation annuelle dans le cadre de l'examen périodique universel. Ça veut dire que des organisations sérieuses, un pays sérieux, devraient spontanément, naturellement, de façon structurelle, s'asseoir pour évaluer les acquis. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et puis, on voit la question, est-ce que les recommandations ont été mises en œuvre? Je pense qu'il faut trouver le cadre pour qu'on en discute. C'est tout ce que l'opposition demande. Mais en réalité, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de ces recommandations qui n'ont pas été mises en œuvre. Lesquelles, par exemple? Voilà. Je parle même de l'inscription de certains leaders sur la liste électorale. Conformément à l'esprit du dialogue politique, cela ne devrait pas être un sujet d'actualité aujourd'hui. Ne serait-ce que ça. Ça veut dire que ces instances, ces cadres de rencontres sont souvent utilisés, instrumentalisés pour faire genre. Comme on demande, on dialogue, et puis après, on met les résolutions, les recommandations dans les tiroirs. Non, je pense que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Quand on dit un pays émergent, un pays démocratique, moi je l'ai dit tout à l'heure, on ne devrait même pas être en train de discuter de ces questions qui sont basiques. Est-ce que vous avez déjà entendu, tout près de nous, au Ghana, puisque c'est le bel exemple, hein, l'élection ghanéenne, on s'en a même pas su qu'ils étaient dans un processus électoral. Sincèrement, moi, je ne savais pas qu'il y avait une campagne au Ghana. On a juste appris que le président John Dramani venait d'être réélu. Enfin, élu, puisqu'il avait perdu le pouvoir. Donc, liste électorale. On n'a pas besoin d'en faire un débat national. On devrait trouver les mécanismes structurels de routine pour que chaque Ivoirien, dans l'année, puisse... bon, certainement qu'on va venir sur ce sujet, mais on devrait pouvoir faire des choses de façon assez simple, en routine. Et donc, je pense que ce n'est pas superflu. Ce n'est pas superflu pour un pays qui veut œuvrer pour que les Ivoiriens se sentent bien, pour le bien-être des Ivoiriens, pour la cohésion sociale, pour la paix, pour des élections apaisées, mais ça ne coûte rien du tout que on crée ce cadre de dialogue, de discussion. Et pour aller dans le sens de ce que dit M. Saraka, je voudrais indiquer que moi, j'ai eu disons, l'occasion de participer pour le compte du PDCI au dialogue au 4e, sous feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. J'étais avec le M. Yanké Kofi, qui est chargé des élections donc, au niveau du PDCI. Et puis pour donc les derniers, c'est-à-dire le 5e, sous le Premier ministre Patrick Kachi, j'étais également donc membre de la délégation pour le dialogue politique, justement, avec Yanké Kofi toujours, et puis Benjo. Mais les conclusions sont là. Il y avait plusieurs thèmes qui ont été abordés, mais à la suite de ça, il y a eu des recommandations qui ont été faites. C'est vrai que on a l'impression que c'est l'opposition qui radote, mais il est urgent qu'on s'asseye, parce que le dialogue, c'est l'âme des forts. Il ne faut pas avoir peur de dialoguer. Et donc, je voudrais profiter donc de votre plateau pour que, en fin de compte, on accepte, comme vous dites, à 7 mois des élections, on s'asseye pour regarder. Donc, c'est que faire le bilan de ce qui s'est passé par rapport aux recommandations. Comprenez? Donc, ce n'est pas vraiment la mer à boire, il s'agit donc de la Côte d'Ivoire, il s'agit de la paix dans ce pays, de la même manière que, quand vous regardez le rapport, on dit, dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion nationale, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a instruit M. le Premier ministre
chef du gouvernement, d'alors qui était Patrick Kachi, à le fait d'engager une autre phase du dialogue politique avec les partis politiques ainsi que les organisations de la société. Ça, c'est le rapport officiel de l'État. Donc, de la même manière que le président Ouattara instruise son nouveau Premier ministre, ça a été fait pour Amadou Gom, père son âme. Ça a été fait pour Ahmed Bakayoko, père son âme. Ça a été fait pour Patrick Kachi. Mais qu'il instruise le Premier ministre Mambé, asseyez-vous avec les partis politiques, avec la société civile, comme c'est demandé par tout le monde, y compris la communauté internationale, pour voir, faire le bilan de ce qui s'est passé, et puis voir ce qu'on peut faire pour améliorer la chose. Il y a quel problème? Allez-y. Je voulais ajouter un élément. Tout à l'heure, j'avais indiqué qu'on devrait saluer l'opposition ivoirienne. Mais quand une opposition veut qu'on crée les conditions pour des élections transparentes et apaisées, et demande en conséquence un cadre de dialogue, de discussion, et que le pouvoir donne le sentiment de ne pas donner une suite favorable, je dis même pas donne le sentiment, ne donne pas de suite favorable à cette demande pertinente de l'opposition, on peut en déduire que vraisemblablement, organiser des élections transparentes et apaisées n'intéresse pas le pouvoir en place. Mais quel message on passe aux Ivoiriens? Quand le sommet de l'État, ceux qui dirigent notre pays, dont le sentiment que là où on appelle à la transparence, ils ne sont pas pour. On veut des mécanismes assez clairs, consensuels, pour rassurer chaque parti qu'on parte à des élections, pour qu'enfin, pour une fois en Côte d'Ivoire, on fasse comme ce qui s'est fait au Ghana, à côté de nous, et au Sénégal, où le président qui venait de perdre les élections prend la main de celui qui vient de gagner et lui montre les compartiments du palais présidentiel. C'est tellement beau à voir. Mais nous, on est nés, on n'a jamais bénéficié de ça. Et regardez l'âge que nous avons. Il y a eu plusieurs élections qui se sont passées. La Côte d'Ivoire n'a jamais donné une telle opportunité à ses concitoyens. Et donc, j'insiste pour dire que l'opposition ivoirienne est une opposition exceptionnelle. Responsable. Et c'est pour cela que je profite de votre tribune pour lancer un appel, je ne sais pas au pouvoir, hein, parce que là on l'a déjà fait, mais je voulais appeler quand même tous les intellectuels, tous les hommes de culture, tous les syndicats. Parce que la politique, ce n'est pas seulement l'affaire des partis politiques. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour que plus jamais en Côte d'Ivoire, un pouvoir ait le sentiment qu'il peut dominer, faire ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire, et puis à rien. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont à notre service. C'est comme le président Chabli Goudé, le président du COGEP aime à le dire. Ce sont nos employés. C'est nous qui décidons de les mettre là momentanément, pour une période. On devrait pouvoir contrôler leur gestion. Ils doivent pouvoir rendre compte. C'est le devoir de la redevabilité, etc., etc. Très chers invités, pour clôturer ce premier thème, j'aimerais poser la question de savoir si la coalition pour l'alternance pacifique envisage de présenter un candidat du consensus. Docteur Saraka. Alors, on l'a dit à l'entame de cette émission que c'est une coalition non idéologique. J'allais même dire aussi, à but non électoraliste, a priori. Même si, quand je dis à but non électoraliste, c'est qu'a priori, il ne s'agit pas de désigner un candidat unique pour l'opposition. Mais on n'en est pas là. On pourrait certainement y arriver. Et donc, il revient à la conférence des présidents mis en place. Il revient donc à cette coalition de déterminer ses stratégies et ses tactiques pour gagner les élections. Parce que l'un des objectifs aussi, c'est vrai, c'est de gagner les élections. Pour changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Mais c'est des questions stratégiques qu'on ne va pas discuter ici. Enfin, je pense que la réponse donnée par Saraka est bonne. Je voulais simplement faire remarquer que
c'est une question de stratégie. Et la stratégie ne se dévoile pas, hein, notamment au cours d'une émission télé. Mais dans nos discussions, c'est une question, je peux vous rassurer, c'est une question qui est plus au sérieux dans nos discussions. Hein, puisque certains partis politiques l'ont également évoqué. Il faut bien noter que ce que nous disons, CAP, c'est la coalition pour l'alternance pacifique. L'alternance veut dire quoi? Ça veut dire qu'on puisse aller vers un changement. Parce que, voyez-vous, quand on fait l'historique des gouvernances dans ce pays, c'est vrai, il y a eu le parti unique. Mais ça, c'était donc l'appel du président Houphouët au stade, vous le savez, hein, quoique il y avait le multipartisme inscrit donc dans notre constitution, le président Houphouët a appelé tout le monde à travailler ensemble après l'indépendance. Donc, c'est comme si c'est ensemble qu'on a travaillé. Mais après, le PDCI, après le décès donc, du président Houphouët, le PDCI est venu au pouvoir, on va dire, 6 ans, n'est-ce pas? 6 ans. Ensuite, on va dire le président Gbagbo. Bon, arrondissement de 2000 à 2010, ça fait 10 ans, n'est-ce pas? C'est ça. Le président Ouattara, de 2011 à ce jour, ça fait donc 15 ans. Donc, quand on regarde bien, celui qui a le plus duré au pouvoir de ces 3 présidents qui se sont succédés, c'est le président Ouattara. 15 ans. 15 ans. Pour les charges d'un président de la République, c'est beaucoup. Je crois que c'est lui-même qui disait, vous ne savez pas ce que ça coûte, hein? Parce que la charge que j'ai, il disait, laissez-moi aller me reposer, m'occuper de ma famille. 15 ans. Et il va falloir encore lui donner 5 ans. À un moment donné, on dit, allons vers une alternance, mais surtout pacifique. Passons maintenant à la question de la liste électorale. Avant l'affichage de la liste provisoire ce 17 mars 2025, l'opposition continue d'exiger de la commission électorale indépendante une nouvelle révision de cette dite liste, tandis que l'institution maintient son cap. Au regard de cela, quelle garantie pour une élection libre et transparente en octobre 2025? C'est ce à quoi nous tenterons de répondre dans cette deuxième partie d'émission. Très chers invités, est-ce que vous pensez qu'il est possible, à ce stade, de faire une nouvelle révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire et pourquoi cela est nécessaire? Mais c'est pas moi qui le dis. C'est la loi ivoirienne qui l'impose, qui l'exige. Le code électoral, en son article 6, alinéa 3, commande que la révision de la liste électorale est annuelle. On a organisé le recensement du 19 octobre au 17 novembre dernier, pour environ un mois, alors qu'on avait pour objectif de recenser 5 millions d'Ivoiriens. À terme, le résultat est que, c'était 984 000, un peu moins d'1 million d'Ivoiriens enrôlés. Et la CEI dit que le processus dure 6 mois, que techniquement, ça ne sera pas possible d'organiser un autre recensement en 2025. Mais c'est à la CEI de s'organiser en tenant compte des exigences de la loi, en anticipant, en planifiant. Parce que c'est son rôle. On paye de l'argent pour ça. On les paye pour ça. Ils sont à notre service, au service de la Côte d'Ivoire, pour ça. Pour garantir des élections bien organisées. Et ils disent que techniquement, ça ne sera pas possible en 2025. Là où, en 2015, on a eu besoin de
3 mois, 3 mois je crois, 3 ou 4 mois pour faire le recensement. Et en 2020, c'était quasiment la même chose, 4 à 5 mois pour faire le recensement. Mais là, vous avez dit que nous sommes à 7 mois des élections. Donc ça veut dire que c'est encore techniquement possible si on rentre dans le technique de 6 mois. Mais au-delà du technique, il faut être assez smart. On a obligation du résultat. C'est ça. On doit obligatoirement organiser le recensement. Donc, on doit pouvoir créer les conditions, prendre des dispositions pour que ce recensement se fasse. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la démocratie. Sur la liste électorale ivoirienne, on a un peu moins de 10 millions d'Ivoiriens. Pour une population ivoirienne de 30 millions, j'imagine que même si on laisse de côté les étrangers, peut-être 22 millions à 23 millions, je ne sais pas, d'Ivoiriens. Mais vous voyez que la moitié, plus de la moitié de ceux qui sont en droit de voter ne sont pas sur la liste électorale, ne sont pas inscrits. Qu'est-ce qu'on a constaté en général? C'est que pendant les années où il y a des élections, en 2015, en 2020, il y a des pics. Ce qui veut dire qu'on a eu l'opportunité de capter le maximum d'Ivoiriens en 2025. Ça, je prends des données statistiques. S'il y a des pics dans les années électorales, 2015, un pic, 2020, un pic, donc ça veut dire qu'il y aura un pic en 2025. Si tant est que l'objectif de la CEI est d'enrôler le maximum d'Ivoiriens, parce qu'on se fixe un objectif, on dit on va enrôler 5 millions. Mais dans la vie, je pense que quand on se fixe un objectif, ça veut dire que tout à l'heure, vous avez posé la question de quel moyen on dispose pour atteindre l'objectif de la CAP. De la même manière, la CEI qui veut enrôler 5 millions d'Ivoiriens, on se donne quels moyens? Les moyens, c'est les moyens humains, c'est les moyens organisationnels, c'est les moyens du point de vue structurel qu'on met en place pour atteindre l'objectif. Si en un mois, on a enrôlé seulement 1 million d'Ivoiriens et qu'on voit qu'il y a un potentiel de 4 millions qui reste, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il faut planifier quelque chose de nouveau. Et on se dit, bon, voilà, on n'a pas assez de temps, tant de choses. Sommes-nous en démocratie ou en oligocratie? Voilà. Je pense que nous sommes dans une démocratie. Donc, on doit faire appel au plus grand nombre. Donc, on doit aller. Et puis, vous voyez, ce n'est pas beau pour la Côte d'Ivoire que sa classe politique, les intellectuels soient là aujourd'hui à parler de ces choses, je dis bien basiques. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas vendre la destination Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous sommes un pays dit émergent. Est-ce que c'est un indicateur d'émergence? Qu'on court après un pouvoir pour un simple enrôlement sur une liste électorale qui se fait ailleurs sans bruit. Mais en Côte d'Ivoire, ça se fait de façon sonore. Est-ce que c'est le rapport 2022 de Economist Intelligence Unite, en abrégé EIU, qui classe la Côte d'Ivoire parmi les régimes hybrides? C'est-à-dire? Il n'y a pas de démocratie. Régime hybride. Voilà comment notre pays est classé par rapport à son attitude sur les questions électorales de recensement. Vous savez comment notre président de la CEI était mal à l'aise devant un journaliste. C'est parce que c'est nous, c'est un Ivoirien. Vous savez, de la même manière, les Ivoiriens étaient mobilisés. Parce qu'il y a eu la CAN. Quand ton pays joue là, c'est le cœur patriotique qui bat. Donc quand un de tes représentants futur au pouvoir et sur un plateau qu'il est mal à l'aise, tu attrapes ta tête. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Comment on nous voit? C'est quel pays ça? Vous voyez, c'est autant de choses qui n'honorent pas et les Ivoiriens ne doivent pas l'accepter. Merci, Dr Saka. Monsieur Zalé. Bon, alors, vous savez, moi, j'estime que il disait tout à l'heure, nous sommes en démocratie, donc c'est la loi du plus grand nombre, n'est-ce pas? J'ai ici avec moi, parce qu'il faut qu'on soit pédagogue, qu'on soit factuel dans ce débat. Ce n'est pas de l'émotion. Le 13 juillet 2022, madame la ministre du Plan,
et développement, Kaba Nialé, a fait une conférence de presse pour parler donc du recensement du personnel, enfin plutôt des habitants de la Côte d'Ivoire. Et dans ce rapport, vous pouvez donc aller même sur le site officiel du gouvernement. Hein. Dans ce rapport, ils indiquent effectivement que voilà, il y a tel nombre d'Ivoiriens, tel nombre d'étrangers, tel nombre d'hommes, tel nombre de femmes, etc., etc. Mais ce qui a retenu mon attention surtout, c'est ils disent concernant la structure par âge, on note que la population ivoirienne demeure encore très jeune. En effet, 75% de la population. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait qui m'a vraiment, je vais dire, marqué, c'est qu'on dit la population de nationalité ivoirienne, âgée de 18 ans et plus. Donc, la population de nationalité ivoirienne, âgée de 18 ans et plus. Donc, ça veut dire les personnes en âge de voter. C'est un document c'est les statistiques du gouvernement hein, qui le disent. Est de 12 593 428 individus. 12 millions. Depuis le recensement donc, RGPH de 2021. 4 ans après, ça a dû augmenter. C'est à peu près 3% par an. Mais même si on s'arrête à ces 12 millions d'Ivoiriens en âge de voter, ils ont 18 ans et plus. Actuellement, c'est 8 millions. On constate qu'il y a seulement 8 millions qui sont sur la liste électorale actuelle. Ça veut dire qu'il y a un gap de 4 millions. De 5 millions. 4 à 5 millions. Mais c'est la responsabilité de l'État de dire, attention, je veux la démocratie, il faut que ce soit le maximum de ces 400 millions-là qui soient sur la liste électorale. Si je ne veux pas avoir donc des élections, je veux dire, illégitimes à la limite. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être 3 millions qui vont aller voter pour choisir le président de la République, alors qu'il y a encore 5 millions qui ne sont pas sur la liste électorale. Est-ce que ça, c'est la démocratie, ça? C'est pour ça qu'on insiste pour dire, faisons en sorte qu'il y ait le maximum de ces 5 millions, peut-être aujourd'hui 6 millions là sur la liste électorale. Et donc, on commence la révision de la liste électorale. 3 semaines avant, on a 500 000, je crois. Et puis, la dernière semaine, on est à 900, enfin, on est à 1 million, un total de 1,5 million. Ça veut dire que les Ivoiriens se sont organisés, justement, même si c'est dans les derniers instants, pour vraiment aller se faire inscrire sur la liste. Parce qu'il y a des documents, c'est une naissance, c'est à obtenir avant d'aller sur... Mais quand un gouvernement voit ça, quand la structure qui est chargée d'organiser les élections voit ça, il se dit peut-être que, au lieu d'arrêter, il faut peut-être poursuivre pour permettre à toute cette masse-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont lu les papiers, qui étaient prêts à venir se faire inscrire. Et puis, non, bon, c'est fini. C'est triste. Et ces personnes-là, elles sont de toutes les partis politiques. Donc, ce n'est pas parce que c'est des partis de position, mais vraiment, si on veut que notre pays soit un pays dit démocratique, la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Et donc, il faut nécessairement, parce qu'on a tiré sur la sonnette d'alarme, ce n'est pas à la fin de l'année, depuis août, on dit il faut augmenter, les lettres qui ont été envoyées au président, on a dit il faut augmenter le délai d'inscription sur la liste électorale. C'est un manque de démocratie manifeste. D'exclure. Là, on exclut des Ivoiriens. C'est une exclusion qui est faite là. On ne peut pas accepter ça. Et c'est le mot qu'on puisse dire. C'est qu'on prive ces Ivoiriens de leur droit de vote. C'est de l'exclusion. J'ai dit bien dit de l'exclusion. Or, ces élections-là doivent être des élections inclusive. Et puis l'exclusion, sur mon regard, ce que c'est entraîné dans ce pays, ça a été pris comme prétexte pour monter une rébellion. Et pour poursuivre, le prétexte qu'on prend, on dit non, l'histoire du parrainage. C'est le prétexte qu'on prend pour dire non, parce qu'on doit faire un parrainage
médiantre en 2000. Quand on a fait les recommandations au niveau donc, justement, du dialogue politique, qu'on a été à Bassam pour opérationnaliser tout cela, on a dit voilà comment il faut procéder. Mais dans tous les cas, en année électorale, c'est une des décisions fortes de ce qui s'est passé à Bassam, dont je parlais tout à l'heure. En année électorale, il faut forcément qu'il y ait une révision de la liste. Ça a été dit par toutes les parties qui étaient à Bassam. Merci. J'aimerais savoir comment se fait-il que la CEI et les partis d'opposition soient opposés aujourd'hui, sachant qu'il y a des représentants de ces mêmes partis d'opposition au sein de l'institution. Là, vous parlez de la CEI dans sa composition actuelle. Je voulais juste indiquer que, en ce qui concerne le COJEP, je pense que nous avons d'ailleurs été le premier parti politique à le dire depuis des années, depuis 2015. Hein. Je rappelle que le COJEP est devenu parti politique en 2015, même si l'organisation existe depuis 2001. Donc, depuis 2015, nous avons demandé une CEI débarrassée des partis politiques, des pesanteurs politiques. Parce que la place des partis politiques, ce n'est pas la CEI. La place des partis politiques, c'est auprès des populations. Leur proposer leur offre politique. À la CEI, ça devrait être des techniciens. Et il y en a en Côte d'Ivoire pour organiser des élections transparentes, crédibles, incontestables. Mais le fait est que, pour l'instant, en Côte d'Ivoire, nous avons une CEI qui regorge des représentants des partis politiques. Et vous demandez pourquoi ces partis politiques n'endossent pas les décisions prises par la CEI. Nous, par exemple, nous ne sommes pas à la CEI. Et je ne pense pas que tous les partis politiques soient représentés à la CEI. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des partis politiques qui continuent de revendiquer. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas parce que certains partis comme le PDCI, le PPACI, le FPI sont représentés que ces partis ne sont pas en droit d'exiger, de faire des recommandations, des propositions pour que le processus soit meilleur. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, ce sont ces mêmes partis politiques que vous dites qui sont représentés à la CEI qui demandent que soient revues les conditions pour l'organisation d'élections justes et transparentes. Et je ne pense pas que ce soit la voix des partis politiques qui soit portée par les représentants au sein de l'institution en charge de l'organisation des élections. Écoutez, la CEI, c'est donc la commission électorale indépendante, n'est-ce pas? Donc, elle devrait être indépendante donc, de tous les bords. Donc, des partis politiques. Donc, c'est un peu un anachronisme de dire que des partis politiques désignent des représentants dans une organisation qui est chargée d'être, qui est supposée être indépendante. Et donc, pour rejoindre ce que dit Saraka, c'est justement l'un des points sur lesquels on a souhaité, au cours du dialogue politique, discuter. Parce qu'il y a 8 thèmes que CAP Côte d'Ivoire propose au niveau des discussions, dans le cadre du dialogue politique. Le découpage électoral, la liste électorale et la commission électorale indépendante sont les 3 premiers points de nos revendications. Parce que, bon, il y a une certaine difficulté dans cette affaire. On dit que nous sommes représentés, c'est ce qu'ils disent, et puis en même temps ils disent, une fois que les gens ont été proposés, nommés, et qu'ils ont prêté serment, bon, ils ne dépendent plus donc des partis politiques. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit. Mais dans ces conditions-là, pourquoi c'est les partis politiques qui les proposent et qu'on donne l'impression que les partis politiques sont représentés au sein de la CEI? Donc, il faut vraiment régler ce problème. Les conséquences de ce dossier-là, c'est que, vous voyez, dans la composition actuelle, on dit non, il y a 5 partis politiques de l'opposition, 4 du pouvoir, et puis il y a tout le reste qui n'est pas officiellement du pouvoir, mais enfin, désigné par le pouvoir. Mais les 5 là, il y a qui? Le PDCI, il y a le PPACI, le FPI, il y a 2 autres. C'est GPP
de la présidente Henriette Lagou, et puis la LMP. Parce que ces deux partis-là, aujourd'hui, sur l'échiquier national, ont une activité de partis politiques de l'opposition. Donc, ils font quoi dans cette commission au nom de l'opposition? Et c'est ce qui ne nous surprend pas, parce que quand vous regardez les commissions locales, à 97,7%, ces commissions locales dans les régions sont présidées par le RHDP. Simplement par ce jeu de duplicité. Et donc, nous estimons que cette CEI-là, il faut y mettre fin, parce qu'elle n'est pas indépendante, il faut y mettre fin. Et dans le cadre donc, du dialogue politique, c'est l'un des points qui a été inscrit pour justement qu'on en parle, qu'on en discute, pour trouver donc des solutions idoines. Merci, professeur, pour cette réponse. Ma dernière question sur ce thème concerne l'incapacité de la CEI à organiser la RLE de manière annuelle et qui a organisé 2 ateliers au sortie desquels elle vous aurait fait signer des recommandations qui exigent qu'elle organise cette RLE chaque 2 ans. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, là vous parlez d'un atelier, hein. Un atelier, c'est important. Je pense que tout à l'heure j'ai parlé d'un cadre de suivi qui devrait pouvoir être structurel, institutionnel. Donc il y a un atelier, je pense que ça a été ponctuel. Mais nous demandons un cadre de suivi structurel, hein. C'est pour ça que les partis politiques insistent auprès du pouvoir pour qu'il y ait ce dialogue politique qui ne doit pas être ponctuel, hein. Cela dit, la loi, c'est la loi. Un atelier est un atelier. Et puis une loi, si on estime qu'elle est mauvaise, parce que cet atelier a eu lieu en 2022, c'est le dernier atelier qui a fait ses recommandations. Nous sommes en 2025, 3 années après, ayant tiré les recommandations, les insuffisances d'une loi, le Parlement ivoirien, la Côte d'Ivoire, n'a pas été capable de procéder à une révision du code électoral. Mais il n'y a pas eu de révision du code électoral. Le code électoral actuel doit être appliqué scrupuleusement. Et je l'ai indiqué, quand on veut atteindre un objectif, on se donne les moyens. Les moyens aussi, c'est le temps dont on dispose. On a fait un recensement en 1 mois. On s'est rendu compte qu'il y a encore près de 4 millions à 5 millions d'Ivoiriens qui ne sont pas encore enrôlés. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des années où il y a des pics. Donc, c'est l'opportunité en 2025 d'organiser la RLE. Même s'il était acté qu'on devait le faire, le recensement, donc le faire chaque 2 ans, il faut être malin. Se dire que la 2e année devrait être 2025, puisque c'est là qu'il y a le maximum, il y a l'engouement. Encore que, en 2025, contrairement aux autres années, il y a eu le retour du président Laurent Gbagbo, donc il y a plus d'engouement. Il y a le retour de Charles Blé Goudé, il y a plus d'engouement. Il y a le président Thiam qui vient d'arriver, il y a plus d'engouement. Si la CEI a pour objectif réel de capter 5 millions d'Ivoiriens, voici une opportunité. L'opportunité du retour du président Laurent Gbagbo, l'opportunité du retour de Charles Blé Goudé, l'opportunité de la présidence de Thiam. Donc, ça doit arranger la CEI. Je me rappelle que le président de la CEI disait que les partis politiques doivent sensibiliser. Donc, ça veut dire qu'ils ont intérêt à ce que ce soit les moments propices, la récolte. Pour qu'elle soit bonne, il faut s'aimer au bon moment. Donc, l'opportunité de la semence, l'opportunité de nos actions. Donc, 2025 est une année électorale. Donc, c'est le moment opportun pour atteindre l'objectif d'enrôler 5 millions d'Ivoiriens, ou au moins d'enrôler le maximum. Donc, il ne faut pas dire une chose et son contraire. Oui, enfin, vous savez, dans ce pays, on a tendance à brouiller les choses. Les conclusions d'un atelier, fut-elle importante, ne sont pas au-dessus de la loi. Ça a été dit, effectivement, que ça a été un atelier d'experts des partis politiques.
avec la CEI, avec... Mais au cours de cet atelier, des propositions, des recommandations ont été faites. Et concernant justement ce point spécifique donc, de la révision de la liste électorale, la CEI, donc, disant qu'elle avait des difficultés pour organiser chaque année la révision de la liste électorale, elle avait suggéré que cela se fasse tous les 2 ans. C'était une proposition, une recommandation, semble-t-il, pour ceux qui étaient donc à cet atelier, un atelier. Mais ce qui a été retenu, c'est que, OK, on peut peut-être faire la révision de la liste électorale tous les 2 ans, mais nécessairement, c'est indiqué dans le rapport, nécessairement en année électorale, il faut faire une révision de la liste électorale. Alors les gens, ils prennent la première partie et puis ils cachent une partie de la phrase. Nécessairement en année électorale, il faut faire une révision de la liste électorale. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, on tire sur la scène de la langue. Attention. Mais pour nous, le plus important, c'est qu'il ne faut pas exclure les électeurs potentiels. Il y a eu un engouement. À la fin, les gens auraient pu se faire inscrire s'ils avaient eu leurs documents à temps. Les documents d'extrait de naissance, etc. à temps. Bon, on peut vous dire ce qui se passe à ce niveau-là. Quoique, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont dans le pipe qui ont leurs documents maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'organisation qui est chargée d'organiser l'élection passe outre ces personnes qui sont prêtes à se faire inscrire sur les listes électorales? C'est pour cela que nous disons il faut, et c'est ça l'année électorale, il faut forcément qu'on puisse rouvrir donc une révision de la liste électorale. Même s'ils ne veulent pas l'appeler 2025, ils peuvent dire, bon, c'est la suite de la révision de la liste électorale 2024, éventuellement. Comprenez? Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on se mette d'accord. Et tenez-vous bien, quand on va avec la CEI pour dire ça, aujourd'hui, ils opposent effectivement à cette affaire de... Mais ce qu'ils disent, mais allez vous entendre au niveau politique. Et puis quand vous serez entendu au niveau politique, c'est la réponse qu'ils nous donnent quand on va aux réunions de la CEI, justement pour discuter ces questions. Allez vous entendre au niveau politique. Quand vous serez entendu au niveau politique, nous, on est des discutants, on mettra en œuvre. C'est comme si on nous envoie... Ça veut dire que la commission n'est pas indépendante. Voilà. Parce qu'elle ne peut pas prendre par elle-même des décisions pertinentes en lien avec un document normatif qui guide ses actions. C'est le code électoral. Dans tous les cas, les conclusions d'un atelier ne s'opposent pas à la loi. La loi fait aujourd'hui qui n'a pas été amendée, ben, ces ateliers ont eu lieu depuis 2022. On a eu largement le temps. Parce que après ces ateliers, il a fallu recevoir les partis politiques qui ont donné des donneurs d'ordre à leurs experts d'aller travailler sur le dossier pour qu'ensemble, on valide ces choses-là. Et puis, à partir de là, maintenant, on met en loi, dans le cadre du code électoral, ces nouvelles dispositions. Mais ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, la loi s'impose. En somme, ces 2 questions soulèvent des enjeux cruciaux sur la démocratie ivoirienne en 2025. Comment l'opposition se prépare-t-elle pour faire face au pouvoir et comment garantir une élection juste et transparente? Nos invités ont partagé avec nous leur point de vue sur ces 2 sujets et les discussions continuent d'alimenter le débat à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour de nouveaux éclairages sur la politique ivoirienne.